X3. Christophe, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session effectivement dédiée aux nouveautés autour de la R4 2021, la release numéro 4 2021 de Sedge X3. Alors j'ai la chance d'être accompagné par Patrick, Bertrand, Jamel et Nicolas, notre équipe, une partie tout du moins de notre équipe ingénieur avant-vente qui auront l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail du produit. Alors, bien évidemment, comme le disait Isabelle, vous pouvez poser vos questions en live dans le chat de l'outil. Nous tâcherons d'y répondre à la fin de la session. Nous avons gardé un quart d'heure pour adresser l'ensemble de vos interrogations. Et puis, je passe directement à l'agenda de cette session. Donc, une rapide introduction, puis on passera ensuite sur les nouveautés de la release et des releases précédentes. Nous reviendrons également sur les dernières releases avec des mots produits, des sujets tels que la finance, la production, la gestion à l'affaire, tout ce qui est autour de la distribution et puis la plateforme techno, bien évidemment. Et puis cette session de questions-réponses. Alors, je voulais simplement revenir, avant de passer la main à mes collègues, revenir sur quelques éléments, puisque depuis la sortie de Sedge X3 version 12, donc en janvier 2019, nous sommes passés en fait sur un rythme de release trimestriel pour mettre à votre disposition justement un ensemble de nouveautés de manière continue, sans avoir besoin d'attendre 18 mois entre deux versions majeures. Et ces releases apportent, je reviendrai un peu plus dans le détail après, mais des innovations fonctionnelles et techniques tout d'abord, mais également une expérience utilisateur qui va être enrichie, de nouvelles capacités d'intégration, d'interopérabilité, et tout cela finalement en simplifiant leur déploiement grâce à un ensemble d'outils pour les rendre toujours, ce qu'on pourrait dire, plus digestes et bénéficier de ces nouveautés au plus vite. Alors, ce nouveau rythme est essentiel pour vous accompagner justement dans votre transformation digitale, pour la transformation digitale de votre organisation. Et d'ailleurs, nous avons mené une pré-enquête lors du dernier Club Client X3 qui s'est tenu en novembre. Et dans cette pré-enquête, vous nous avez répondu être plus de 80% à avoir soit déjà opéré cette transformation digitale, soit l'avoir déjà initiée au sein de votre organisation. Sachant qu'une fois que cette transformation est lancée, il s'agit d'une transformation qui va être continue, itérative et cumulative. Et c'est justement bien dans cette optique et dans cette dynamique de release trimestrielle que nous souhaitons vous apporter de la richesse attendue au travers de ces releases et du contenu de ces releases. Et puis bien évidemment, je ne vais pas dévoiler le contenu des sessions ou des présentations de mes collègues, mais simplement je souhaitais m'attarder un court instant finalement sur le périmètre et sur les grandes thématiques qui viennent enrichir X3 au fil de ces dernières releases, justement un périmètre particulièrement large. Alors je parlais tout à l'heure d'innovation fonctionnelle et technique. On va retrouver tout ce qui est autour de la gestion à l'affaire, du module product design pour faciliter par exemple la conception de nouveaux produits ou encore piloter la rentabilité de vos affaires, comme le fait notre client CFAO, ou encore des thématiques autour de la finance, des taxes, de la conformité, un pilier de cette X3 pour pouvoir adresser bien tout ce qui est législation en France et à l'international. Je parlais également d'expérience utilisateur enrichie avec tout simplement qui est arrivé avec la V12, le responsive design qui vous permet d'utiliser X3 quel que soit le device utilisé, ou encore tout dernièrement les nouveaux terminaux mobiles, mobile automation, à destination des équipes au sein de votre entrepôt pour faciliter les transactions de stock en toute mobilité. Et puis, enfin, des capacités d'intégration avec plus de 100 API GraphQL nouvelle génération qui ont été ajoutées à la plateforme X3 pour simplifier les échanges avec vos solutions métiers. Et tout cela, évidemment, en simplifiant le déploiement de ces releases trimestrielles avec des outils comme ATP, pour automatiser les tests de non-régression, par exemple, les cumulative patching qui permettent une fois de plus de rendre l'ensemble de ces releases beaucoup plus digestes. Mais voilà, j'en ai assez dit, je laisse la place à mes collègues, place à la démo pour vous parler des nouveautés de la R4 et puis des nouveautés majeures des R3 et R2 sorties les trimestres précédents. Et je crois que c'est Bertrand qui commence, je te passe de suite la main. Avec Merci la partie finance. Christophe. Bonjour à tous.
Je vais partager mon écran. Voilà, donc je vais commencer cette présentation par la partie finance. Et je vais masquer ma caméra pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de bande passante. Voilà, concernant cette partie, déjà, on va faire un petit tour sur la partie processus visuel. Vous savez que depuis donc, le 31 décembre 2020, le composant Adobe Flash a été arrêté et donc on a eu un nouveau processus, un nouvel éditeur de processus visuel qui est sorti et il y a eu quelques retours pour demandant des améliorations. Donc, il y a eu plusieurs améliorations au niveau de cet éditeur, notamment permettant la sélection de plusieurs zones, de faciliter les copier-coller, de mieux aligner les documents. Ce que je vous propose à ce stade, c'est d'aller tout de suite sur la présentation et de lancer voilà, un exemple, une illustration de ce processus visuel. Donc, à partir d'un processus visuel, on va essayer de l'améliorer. On va aller dans l'éditeur de processus et dans cet éditeur, on voit là, vous voyez cette nouvelle forme. Il y a des nouvelles fonctions sur la partie gauche et on va intégrer une image tout simple pour un peu imager et illustrer ce processus visuel. Un petit logo de facture pour piloter sa facturation. Ça va de soi. Vous voyez les lignes horizontales, verticales qui s'illustrent, hein, qui permettent et qui vous facilitent votre travail pour placer des objets de façon alignée. Ceci n'était pas présent avant et maintenant est disponible. De même, on peut regrouper différents objets. Il suffit de sélectionner avec la touche Shift, la souris, et vous groupez les objets. Ça facilite le déplacement. Vous pouvez les descendre ou les monter avec les touches de déplacement, voire le Shift pour aller plus vite. On va réinsérer notre image, voilà, pour illustrer, donc améliorer le processus et aborder la partie opportunité de vie en lien avec la facturation. Donc là, j'ai importé une nouvelle image, on la repositionne comme il faut, on la dimensionne et on va pouvoir donc apporter des modifications sur celle-ci. On va ajouter une action, par exemple. Donc, il suffit de cliquer sur l'icône en haut, de copier une forme sur l'image, hein, de la rendre translucide pour qu'elle ne pénalise pas le fond, et on va pouvoir lui associer donc un lien vers une fonction de l'ERP. Donc, dans le type de lien ERP Link, on va chercher la fonction gestion des devis. Donc, on a la liste des fonctions disponibles. Il suffit de sélectionner devis, la fonction GES-SQH, et on peut même aller jusqu'à définir la transaction. Donc, on va prendre la transaction All pour l'ajouter sur cette partie. Et on a ainsi donc un lien qui sera exploitable après coup. Une amélioration aussi à ce niveau, c'est que la touche, le pavé de commande des actions était avant non mobile, donc maintenant on peut le déplacer, ce qui vous permet de voir les numéros, vous voyez derrière, pour justement apporter des actions sur chacun des objets. On va enregistrer donc la modification de ce VP et voilà, on le retrouve maintenant donc sur la page d'accueil. Et on peut cliquer donc sur la gestion des devis. On voit tout de suite que les modifications sont prises en compte et qu'on peut accéder donc à la saisie d'un devis. Je vous rappelle, hein, d'un point de vue général, pensez à aller régulièrement dans le centre d'aide en ligne. Vous avez cet onglet nouveautés qui vous présente les nouveaux livres blancs, mais aussi la release note, notamment la dernière, mais vous pouvez sélectionner sur la partie gauche. Et vous avez le pavé nouveautés et le pavé amélioration. Il suffit de descendre. Et vous voyez ici qu'on vous présente l'éditeur de processus visuel, les améliorations. Et je vous invite également à aller à cliquer sur le livre blanc et l'aide en ligne qui va vous permettre de prendre plus facilement en main cet éditeur avec les conseils appropriés. Voilà pour cette partie concernant l'éditeur, les améliorations associées à l'éditeur de processus visuel. Une autre nouveauté qui est en lien déjà depuis quelques temps, mais qui s'améliore également, c'est la notion d'import des relevés bancaires et qui a vu les améliorations pour prendre en compte des écarts de paiement autorisés avec un seuil de tolérance. C'est-à-dire que si on n'a pas le montant exact, on saura quand même effectuer donc le lettrage et le rapprochement donc du paiement avec une échéance. On aura des saisies manuelles également qui seront facilitées et la mise à disposition de caractères joker qui vont permettre donc de sélectionner plusieurs fichiers en positionnant donc ce caractère joker dans les sélections. Je vous invite donc à aller directement visualiser
le processus de relevé bancaire qui a été mis au point. Donc déjà, dans un premier temps, on va pouvoir intégrer des relevés bancaires, bien sûr, donc de différents formats qui sont issus de la banque, hein, donc format MT940, entre autres, c'est fonds B. Ces relevés, on va lancer l'intégration soit manuellement, soit on peut la batcher et on peut justement utiliser les caractères joker pour en sélectionner plusieurs. Après, donc, va s'opérer donc le process de lettrage, génération des écritures, des règlements, génération d'écritures également comptables et de trésorerie pour des frais bancaires notamment, et en fonction de l'automate qui aura été paramétré, hein, des règles de paramétrage de rapprochement pour effectuer à la fois le lettrage et le pointage bancaire. Donc là, je vais vous lancer donc un import de fichiers bancaires. Hein. On prend le démo FR10 qui concerne la banque FR1EU et on va aller sélectionner donc le fichier au format MT940. On va l'importer et donc on va avoir une trace qui va nous indiquer que celui-ci s'est bien passé avec 4 transactions importées. Donc, on va pouvoir ensuite aller visualiser donc ce relevé qui a été importé, qui est à ce stade non lettré. On le retrouve là sur la première ligne. Hein. On a tous les relevés qui ne sont pas encore validés, hein, qui sont affichés sur cette fenêtre. Donc ça existait déjà avant, mais voilà, on va voir les différents flux qui concernent ce relevé. On voit les montants, le solde de départ, le solde de fin, les dates, le statut des règlements, et on va cliquer sur le bouton lettré relevé pour visualiser les différentes lignes détails de ce relevé. On voit sur la partie gauche les différents statuts de ces lignes, donc le statut code A, le code AS, le code B, qui représentent que des éléments sont avec des échéances, etc. Si on clique sur le premier, voilà, on voit qu'il a été proposé avec un lettrage sur une échéance. Le deuxième, de même. Et il y a un écart qui va être accepté, hein, vous voyez, un écart de 0,40, hein, grâce au paramétrage, à cette nouveauté de pouvoir paramétrer une tolérance d'écart, le mouvement va quand même se rapprocher de cette échéance. On a sur le troisième mouvement donc des frais bancaires qui sont présents en entrée dans le relevé bancaire. On le voit ici, voilà les frais bancaires. Donc grâce au paramétrage, on va pouvoir générer donc une écriture de frais bancaires. Et sur la dernière partie, on est sur un règlement qui n'a pas de valeur directe, hein, sur lequel on peut pas rapprocher aucune information. Donc on va voir comment le système génère donc l'écriture associée donc à ce règlement. Donc une fois qu'on a fait ce pointage, on va pouvoir valider le relevé pour générer les différentes écritures. Donc on passe sur le bouton voilà, c'est sélectionné en règlement. Donc pour ce règlement, plutôt, on va lui associer donc une échéance de 2000 €. Donc pour ceci, on va aller sélectionner le règlement associé de type client, hein, bien sûr, et SageX3 va nous proposer donc les règlements qui ont ce montant de 2000 €. Il suffit ici de le sélectionner, de le valider pour que le mouvement puisse être généré correctement à la validation du relevé. Donc là, il précise bien qu'on va générer les règlements, valider les valider et les écritures en même temps. On a une trace qui présente donc cette création de règlements. Et quand on sort, on a une trace un peu plus synthétique qui montre les pièces comptables associées qui ont été générées. Donc 3 pièces comptables. Ensuite, il est ainsi possible sur chacune des lignes détails, on va en aller sur 3, de visualiser non seulement le règlement qui a été généré, la pièce comptable inhérente, donc une pièce d'encaissement pour celui-ci. Et là, donc, on voit cette pièce d'encaissement avec, rappelez-vous, ce petit écart, hein, il y a un écart de 40 centimes. On voit que le lettrage est en lettrage minuscule, petite lettre Q. Ensuite, on va aller sur le règlement, la ligne de règlement, enfin de frais bancaires, donc qu'on va pouvoir visualiser. Donc un règlement a été généré avec une destination précise, paiement avec de la TVA, hein, on a associé de la TVA sur ce frais bancaire, donc soit 60 € avec une TVA 0,01, ce qui donne donc cette pièce comptable associée qui a été générée, donc de 50 € de charge avec 10 € de TVA, donc que l'on peut ainsi consulter.
Le dernier élément, c'est un règlement qui a été généré. On avait fait la sélection, rappelez-vous, sur cette montant de 2000. On peut ici directement les visualiser, soit le règlement, mais la pièce comptable. Et on voit ainsi la pièce comptable, et on voit même que le pointage a été effectué sur la partie droite, avec les lettres AAAI. Le pointage a été effectué, et du coup, voilà, on a été jusqu'au bout des fonctionnalités associées à ce relevé, non seulement la génération d'écriture, le lettrage, mais également le pointage. Je vous propose maintenant que l'on passe donc sur la gestion de la TVA et les améliorations qui ont été associées. Donc la TVA est un vaste sujet, hein, en plus légal, fiscal. Il y a déjà eu de nombreuses évolutions avec notamment les formulaires de TVA, les propositions donc de génération de mouvements de TVA avec la traçabilité des pièces, mais également maintenant la possibilité de saisir des régularisations, de les générer donc lors de la comptabilisation, car on va pouvoir générer une pièce 2D de TVA maintenant en parallèle du fichier de déclaration de TVA qui sera à télétransmettre. Et bien entendu aussi une consultation des déclarations pour faciliter le reporting et l'analyse de la TVA. Je vous propose qu'on aille donc sur l'illustration de la gestion de la TVA. Donc, en petit rappel, hein, en paramétrage comptable, hein, il y a les comptes généraux. Vous allez pouvoir alimenter la TVA sur les flux directement comptables, que factures tiers, fournisseurs et clients. Vous allez pouvoir l'alimenter à partir des modules négoce, à partir des flux commerciaux. Tout ceci va alimenter la comptabilité in fine. Vous allez ensuite pouvoir déclarer des entités TVA qui vont pouvoir regrouper plusieurs sociétés. C'est tout l'intérêt de ce traitement de TVA. Et ensuite, on va lancer la déclaration de TVA. J'en ai déjà lancé une avant du 1er septembre au 30 septembre 2021 en mode simulation pour voir déjà un premier état des lieux. Donc on voit le formulaire qui est pré-rempli avec les éléments qui vont constituer cette déclaration de TVA. On a les lignes détail normales et lignes totales en vert, et on peut ainsi balayer les éléments, agrandir le cadre et mieux visualiser chacune des lignes. Une fois que l'on est en phase avec cet élément-là, qu'on a préparé cette déclaration, on va pouvoir la lancer en réel. Donc on passe à le type de génération en réel, on l'enregistre et la déclaration va pouvoir prendre en compte effectivement les différents flux qui concernent la TVA. On a la liste, bien entendu, pour chacune des cellules, hein, des lignes, des pièces qui constituent cette TVA, avec possibilité de voir la facture ou la pièce comptable. On va pouvoir aussi donc visualiser les autres lignes, et notamment cette ligne de régularisation sur laquelle on va pouvoir saisir manuellement donc une régularisation, donc différentes formes de régularisation possibles au niveau de la TVA, notamment la saisie d'un crédit de TVA par exemple, ou tout autre élément donc à prendre en compte au niveau de la déclaration de TVA. On saisit ici donc un montant de 1000 € que l'on valide. On le retrouve ensuite sur la valeur soumise, hein, et ensuite il suffit de valider l'élément que l'on retrouve ensuite plus bas, donc avec le détail par société des différents cumuls par société, et bien entendu toujours possibilité de consulter soit les régularisations, soit les lignes de TVA sur débit ou les lignes de TVA concernant les encaissements. On valide ensuite pour pouvoir générer donc la pièce comptable, et donc on soumet donc la déclaration de la TVA pour pouvoir générer également le fichier comptable. Donc une fois qu'on a validé cette déclaration de TVA, il faut passer par donc l'étape de comptabilisation pour vraiment générer la pièce comptable. Donc là, on clique sur 3 petits points comptabiliser. Il nous précise bien qu'on va générer l'OD de TVA. On voit ici la trace qui mentionne l'OD de TVA avec le numéro de pièce comptable. Il y a donc au niveau de la déclaration de TVA donc un accès direct à la pièce, à là où les pièces de TVA, alors il n'y en a qu'une, donc il suffit de cliquer sur cette première ligne pour visualiser la pièce comptable et analyser cette déclaration de TVA. Donc, vous n'avez plus besoin de saisir, mais qui se génère en automatique maintenant. Et vous voyez même qu'il y a les écritures donc, via compte de liaison, car on est sur deux sites, hein, le site FR011 et le site FR012,
pour la déclaration de TVA de la société FR10. Donc, autre point également, c'est qu'on a maintenant à disposition d'autres outils de contrôle de TVA, d'analyse du reporting de TVA. Donc, il suffit d'aller dans cette fonction, d'indiquer quel formulaire on veut utiliser, là où les entités que l'on veut également analyser et la date de la déclaration de TVA. Il suffit de faire extraire et il va ainsi produire donc les différentes lignes de TVA avec le montant total et ensuite le détail plus bas pour pouvoir analyser donc les cumuls de TVA qui ont été constitués. Et ça, vous pouvez bien entendu revenir ultérieurement sur cette extraction. On vous rappelle également sur le pavé numéro de déclaration de TVA, le numéro de requête du traitement associé de génération de la TVA. J'en ai fini pour ma partie. Je vous remercie donc et je vais passer la main à Patrick pour la partie production. Patrick, à toi. Merci Bertrand. Effectivement, on va voir maintenant les nouveautés sur la partie production. On ne t'entend plus, Patrick. Ah oui, ça a coupé. Excusez-moi, oui. Donc, je disais, oui, donc c'est une nouvelle fonctionnalité, donc faisabilité de nomenclature, donc qui a pour objectif de pouvoir permettre d'avoir une vision de la disponibilité de l'ensemble des composants pour un produit, et ce, avant de pouvoir lancer une fabrication où on aura une vision des manquants, on pourra avoir la première dispo de ces composants, et puis bien sûr, on pourra avoir cette vision multi. Donc, on va pouvoir retrouver cette fonction dans la consultation du menu stock. Donc, on va pouvoir choisir l'alternative sur laquelle on souhaite faire l'analyse. On va indiquer le produit sur lequel on va faire cette analyse. Donc, on a par défaut la quantité économique de production qui s'affiche, qu'on peut modifier. On va choisir, est-ce qu'on regarde une analyse premier niveau, tout d'un niveau ou tout niveau confondu, différentes options. Donc, on va choisir ici la date de première dispo. Et on va avoir donc une restitution avec tous les composants, tout niveau confondu, avec l'indicateur du niveau de nomenclature. Et donc là, on voit qu'on a sur le cadre de vélo une rupture de 20 pièces pour lequel on a la quantité de disponible, de stock et la première dispo, donc au 20 décembre. Donc là, il est donc très simple d'avoir cette vue synthétique de la faisabilité d'un produit. Autre évolution, donc c'est web scheduling. Donc ça fait déjà maintenant plus d'un an que cette option existe et donc qui s'enrichit au fur et à mesure des releases. Et donc là aujourd'hui, on a une évolution autour de l'optimisation des temps de changement de série. Donc le grand bénéfice de cette fonction était de pouvoir en fait construire un plan de production qui soit réalisable et donc optimisé, donc avec en plus des optimisations complémentaires qui sont faites. Et donc on travaille en capacité finie, on va pouvoir prendre en compte des manques matières, et donc on a de fait une synchronisation d'éléments de la chaîne appro avec la production, et on va le voir qu'on pourra interagir avec le planning graphiquement pour pouvoir modifier des choses par rapport à des éléments qui pourraient survenir. Donc, tout d'abord, on va aller regarder dans le poste de charge comment on va pouvoir définir le principe d'optimisation. Donc, chaque poste de charge va avoir sa propre optimisation. Donc, on va prendre sur un poste de peinture. Donc, on a une nouvelle section qui est définie. On va indiquer ici le code d'optimisation. Donc, cette optimisation va s'appuyer sur des matrices, donc ici sur une notion de couleur. Et ceci va permettre à l'algorithme de pouvoir calculer un temps de préparation en lieu et place de celui de la gamme. Et il pourra aussi définir des regroupements et un ordre de passage optimisé. Donc, on a des matrices qui s'appuient sur des attributs. Donc, ici, la couleur. Donc, c'est des attributs qu'on aura sur les articles. Et cet attribut, en fonction de… si on a une couleur identique, on n'a pas de temps de
de nettoyage. Si on a un attribut différent, on a 3 heures. Et puis, en fonction des changements de couleur, on peut avoir des temps de nettoyage qui peuvent être différents. Donc, on va passer sur le planning des ressources. Donc, ceux qui l'avaient pas encore vu, on a ici une présentation des ressources dans l'atelier avec toutes les opérations qui sont planifiées. Donc, on a les périodes d'ouverture et de fermeture qui sont symbolisées en gris et en blanc. Le positionnement des opérations est fait au plus tôt afin de saturer les postes de charge. Et on va tenir principalement compte de contraintes capacitaires et de dispo-matière. Donc, on a une couleur bleue pour tous les temps de préparation. Le vert va indiquer que les bons sont bien placés par rapport à une date de fin qui est attendue. Et le rouge, c'est qu'on est en retard. Donc, si on clique sur une opération, on voit ici le Gantt de l'opération, en fait, le passage de toutes les opérations sur les différents postes de charge. Donc, si on voit maintenant l'optimisation qui a été faite sur le poste de peinture, donc on peut visualiser le premier bon, on a du bleu, donc on a une préparation. Par contre, les suivants, il n'y en a pas. Si on revient sur une deuxième groupe, on retrouve un temps de préparation et après, on n'en a pas. Troisième séquence, identique, sur le même principe. Donc, si on regarde sur la partie inférieure, où on a la liste des opérations, donc qui sont filtrées sur le poste de charge, si on le trie par rapport à la date de début d'ordo, donc là, je retrouve la séquence de passage sur mon poste. Et on voit ici l'attribut de couleur qui est associé à l'article. Et donc, je constate que l'ordonnancement a regroupé les couleurs, optimisé l'ordre de passage pour minimiser les temps de réglage. Donc, on a d'abord les rouges qui sont passés, après les bleus. Et en dernier lieu, on a les jaunes qui sont passés. Donc, je peux intervenir dans le planning par un drag and drop pour déplacer une opération. Donc, je la sélectionne et je la déplace et je vais l'insérer entre deux opérations. Et on voit que automatiquement, le système a recalculé un temps de préparation parce que du coup, on n'a pas la même couleur. Et donc, on voit vraiment que le système, automatiquement, permet de recalculer ces temps de préparation. Donc, on constate que vraiment, on a un ordonnancement qui calcule dynamiquement ces temps de préparation et donc, qui va donc aider à optimiser les temps improductifs que l'on va avoir. Passons maintenant sur les nouvelles fonctionnalités autour de la gestion d'affaires. Donc, on a une première déjà sur la partie de saisie de temps, la timesheet. Donc, cette saisie, donc on a fait une feuille de saisie hebdo qui est arrivée sur la release en début d'année. Et donc, on est venu enrichir de nouvelles évolutions pour permettre aux collaborateurs d'avoir encore plus de productivité dans leur saisie quotidienne ou hebdomadaire. Donc, on a fait déjà en sorte que la catégorie d'heures puisse être pilotée depuis la tâche du planning ou l'opération associée à la tâche, ou éventuellement par rapport aux collaborateurs. Et puis, on a fait aussi en sorte d'avoir des modèles d'activité qui pourront être rappelés dans la saisie et puis permettre de pouvoir dupliquer une feuille hebdomadaire d'une semaine sur l'autre. Et puis, on aura maintenant aussi des catégories d'heures particulières qui vont permettre de saisir des temps qui sont hors affaires. Voilà, donc on va voir maintenant effectivement comment les choses se passent. Donc, on va déjà regarder justement l'association que l'on peut avoir de ces catégories d'heures par rapport ici, on l'a fait par rapport à une opération d'une affaire. Donc, ce qui peut permettre de définir que cette opération est peu particulière par rapport à des heures qui pourraient être faites en week-end, qui pourraient être faites de nuit, donc ça permet de les flaguer. Ici, on a mis une catégorie d'heures qu'on appelait HF, qui sont des heures facturables, et on le verra dans notre processus de facturation, qui permettra d'avoir une facturation particulière de ces heures. Donc maintenant, on va passer à la saisie, où donc notre collaboratrice Camille Muller va saisir ces heures de la semaine dernière. Donc elle fait partie du comité d'entreprise, donc toutes les semaines, en fait, elle a des heures qu'elle passe au comité d'entreprise. Donc, elle a pu définir un modèle qu'elle vient rappeler, donc qui vient renseigner automatiquement sa feuille hebdo. Et donc, elle n'a pas besoin de le ressaisir à chaque fois. Elle a été aussi absente 2 jours cette semaine-là. Donc, elle était en RTT. Donc, elle va pouvoir rappeler une catégorie d'heures type RTT. Et donc, elle va juste avoir à venir renseigner les 8 heures d'absence le mardi, les 8 heures d'absence le mercredi. Après, elle a pu travailler effectivement sur un projet. Elle a eu un petit peu de productif quand même cette semaine. Donc, elle veut renseigner les 8 heures qu'elle a passées le jeudi sur une affaire. Et on le voit que sur l'affaire qui est en dessous, installation serveur,
on a une catégorie HF, donc celle qu'on avait déjà renseignée au niveau de l'opération dans l'affaire, donc qui vient automatiquement ici être en information. Et cette catégorie est aussi un peu particulière parce qu'on a défini dans la catégorie que c'était des heures facturables. Donc, quand elle va valider sa feuille hebdo, on voit qu'automatiquement, on a la coche facturable tout à droite qui s'est prédisposée et qui permettra d'identifier dans la facturation qu'on va faire après. Et en plus, dans le processus de validation, elle peut directement, depuis sa feuille de temps, venir saisir, valider son temps. Et après que ça rentre dans le processus suivant. Elle peut aussi dupliquer, parce que cette semaine, en fait, elle a fait à peu près le même feuille de temps que la semaine dernière, donc elle a juste à dupliquer et venir rappeler la feuille dupliquée de la semaine 50 et venir modifier éventuellement s'il y a des variations qui ont été faites. Donc tout ceci, on voit, vraiment, va contribuer à ce qu'ils aient une plus grande facilité dans la saisie de leur feuille de temps. Autre élément d'évolution, donc c'est sur le moteur de facturation, donc qui existe depuis déjà quelques releases et qui continue de s'enrichir. Donc c'est vraiment un pilotage à 360 de la facturation d'affaires et donc intégrer multi-modes de facturation et donc il s'est enrichi dans cette release avec la facturation des temps. Donc comme on a eu des temps qui ont été saisis tout à l'heure, eh bien, on peut avoir des principes de facturation qui font que, en fonction de la réalisation des heures, on va facturer ces heures ou des jours en fonction de l'unité de temps qu'on utilise. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est très flexible parce qu'au sein d'une même affaire, on peut avoir différents types de facturation qui peuvent être appliqués en fonction de l'organisation qui a été définie. Donc là, on est sur le processus de la facturation d'affaires. Donc la première étape, réalisation, donc c'est ce qu'on vient de faire juste avant, donc de la saisie de temps. Et à partir de là, on va pouvoir gérer l'avancement de ce qui a été réalisé, de façon à pouvoir générer l'élément d'échéance que l'on doit facturer. Et après, on aura une étape de facturation. Donc, on va rentrer maintenant dans l'affaire et dans le moniteur de facturation. Donc, c'est là où on a toute la synthèse qui nous permet de pouvoir piloter notre facturation. Donc, on retrouve dans la partie supérieure les éléments de ma commande, où là, j'ai 3 lignes de commande. Et chacune de ces lignes, en fait, a un mode de facturation qui est différent. La première ligne, on est sur un mode au jalon. La deuxième, sur de l'avancement. Et la troisième, sur la facturation des temps, celle qu'on va regarder. On a des petits icônes qui les identifient de différentes façons. Et puis, on a un mode de facturation à droite aussi qui apparaît. Et donc, le rattachement aussi de ce principe de facturation peut être fait sur l'affaire par rapport à des tâches ou par rapport au budget. Donc, dans notre contexte ici, on a fait un rattachement par rapport au budget. Et donc là, on voit effectivement sur ma ligne budgétaire, on voit qu'on a un mode de facturation qui est de type facturation des temps. Donc maintenant, on va passer à l'étape où on va préparer notre facturation. Donc, on a différentes situations qui sont sur l'avancement, sur les temps, sur les jalons. Donc là, on va aller sur la situation des temps et on voit que dans notre situation de temps, au mois d'août, on a déjà une facturation qui a été faite. En fait, on a une icône qui est en vert, c'est-à-dire que la chose est déjà facturée. Et puis, sur décembre, l'icône est orange, c'est-à-dire qu'on a de la facturation à réaliser. Donc, voilà tous les éléments qui sont prédisposés dans le tableau. Et on a possibilité de pouvoir contrôler par rapport à ce qui est proposé, c'est de vérifier effectivement les temps correspondant à ce qu'on doit facturer. Donc, on retrouve toute une partie de temps qui sont facturables. Donc, ça, c'est aussi en fonction du paramétrage. On dit, à partir du moment où le collaborateur a validé ses temps, on le rend facturable, ou après, ça peut être dans des étapes suivantes du processus de validation des heures. Donc, ça permet de contrôler effectivement les temps qui sont facturables. Donc, on peut éventuellement refuser les exclure de cette facturation. On peut encore modifier la quantité qu'on facture et puis éventuellement aussi changer la période de facturation pour peut-être le refacturer que le mois suivant. Et puis, on retrouve bien sûr en dessous tous les temps qui seraient en attente de validation pour effectivement peut-être pousser la validation. Et puis, on peut avoir des temps qui pourraient être indiqués comme étant non facturables, qu'on peut éventuellement re-rentrer en étant des temps qui soient facturables. Donc, il suffit de cocher et ils deviendront facturables. Donc, de fait, l'ensemble de ces heures
eh bien, se retrouvent ici consolidés. Donc, on a nos 4 heures qu'on peut encore éventuellement modifier dans ce tableau. Et ici, il ne suffit plus que de cocher notre préparation pour valider et créer l'échéance de facturation. Donc, à partir du moment où cette échéance de facturation a été préparée, eh bien, on va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante, qui sera donc de faire la facturation. Donc, soit on va utiliser le moteur de facturation, donc qui va prendre en masse l'ensemble des éléments de facturation à faire, ou on peut le faire de façon unitaire. Ce qu'on va faire ici, on va créer la facture directement, et ce qui permettra de voir justement les éléments qui sont rappelés. Donc, on va se mettre au 31/12 de façon à prendre tout ce qui sera facturé sur le mois de décembre pour mon client Cybertech. Et du coup, dans le tiroir des échéances, je vais retrouver les échéances qui sont facturables. Donc, je vais me contenter de prendre uniquement la commande que je viens de traiter. Et du coup, je retrouve dans ma facture la ligne avec les 4 heures que j'ai préparées qui sont ici facturables. Et donc là, je vais générer la facture. Donc, on voit ici que de façon relativement simple, eh bien, on peut comme ça suivre toute la facturation de temps que l'on a à faire et de fait pouvoir s'assurer qu'on soit certain de facturer ce qui doit être facturé et donc de ne rien oublier. Je vais passer maintenant la main à Jamel. Très bien. Alors, vous devez voir mon écran désormais. Oui, c'est bon. Merci. Ok, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jamel Netlad, consultant en vente sur Savix3. Je suis ravi d'être avec vous pour vous parler de deux nouvelles fonctionnalités disponibles depuis les dernières releases. Et on va commencer par NPI, New Product Introduction, qui en français veut dire nomenclature de conception. Alors, c'est associé au module de gestion à l'affaire que vient de vous présenter Patrick, et elle va vous permettre, cette nouvelle fonctionnalité, de piloter la conception de tous vos nouveaux produits. OK ? Donc, si j'avance sur le principe, donc on va avoir un ingénieur qui va concevoir un produit. Concrètement, il va créer des nomenclatures, ajouter assembler des composants, et au fur et à mesure de ce process, on va avoir un contrôle des coûts qui est immédiat et sur le même écran pour avoir une visualisation de l'évolution des prix au fur et à mesure de la construction de ma nomenclature. C'est une nomenclature qui est un peu particulière parce qu'elle va être complètement isolée des nomenclatures de production. Il n'est pas du tout possible qu'en termes d'exploitation, on utilise ces nomenclatures tant qu'elles n'ont pas été validées. Donc, il y a un vrai silo entre l'environnement de production et l'environnement de conception. Il y a une notion aussi importante qu'on a là qui n'existe pas dans les nomenclatures de production, c'est la notion de nouvelle matière. En fait, on va être en capacité de gérer des composants dans la nomenclature qui n'existent pas encore dans la base article. Autrement dit, je n'ai pas besoin de polluer ma base article avec des articles, des composants ou même des produits finis qui potentiellement ne seront jamais utilisés. Donc, je vais avoir une étape, une fois que mon projet est validé, durant cette étape-là, je vais avoir la possibilité donc, de publier mes matières et mes produits finis. Et puis, sur le même principe, ce que j'ai voulu mettre par assemblage de conception, c'est qu'on va pouvoir gérer des nomenclatures de conception qui vont être multiniveaux. Au fur et à mesure de la conception, on a la possibilité de gérer des versions. Donc l'idée, c'est à chaque fois qu'il y a une évolution, notamment dans les allers-retours dans le processus de validation, en tout cas, chaque fois qu'il y a une évolution, je vais pouvoir créer une version différente de cette nomenclature de conception. Ça a pour objectif de garder la traçabilité, mais aussi de gérer différentes hypothèses. À la fin, je vais avoir différentes hypothèses pour le même produit et je vais en garder une des deux, une des trois. Comme je vous le disais, il y a tout un processus d'approbation à chaque étape. Donc, chaque passage à l'étape suivante peut être soumis à approbation avec des règles et des droits pour les approbateurs. Et derrière, ça va pouvoir générer des actions dans le système.
publication des nouvelles matières, les fameuses matières dont je vous parle qui n'existent pas encore dans la base à un moment donné. Une fois que le projet a avancé, on peut les créer. On va de la même façon créer le produit fini avec un statut élaboration, créer les nomenclatures et on peut aller jusqu'à l'ordre de fabrication. Et on va pouvoir créer des ordres de fabrication de type prototype qui ont pour but de nous permettre de valider ce nouveau concept, ce nouveau produit avant de le publier, de le lancer définitivement. Ok, je vous propose une rapide présentation directement dans le produit. Donc là, on est au niveau des nomenclatures de conception. Donc là, on a une en-tête, un peu comme une nomenclature. Une liste de composants. Vous voyez sur le côté, il y a un certain nombre de pictogrammes pour alerter sur un certain nombre d'événements. J'ai les types de composants. Vous voyez, nouvelle matière, assemblage existant, etc. Évidemment, on retrouve les quantités de liens. Et puis, juste en dessous, là, c'est la vision sur les coûts. Cette vision qui a été mise à jour au fur et à mesure. Et enfin, la vision sur les approbateurs. On peut ajouter des photos également qui, une fois validé le projet, se retrouveront dans l'article. Donc, je vais soumettre ma nomenclature que je viens de créer à approbation. Et une personne qui a les droits va pouvoir valider ou pas l'avancement. Donc là, dans le cadre de la démo, on va le faire sur le même écran. Mais donc là, je vais avoir le statut de l'approbateur et j'ai un certain nombre de statuts. Et là, je vais approuver pour aller jusqu'au prototype. Et j'enregistre pour valider mon choix. À partir du moment où on a validé cette étape-là, on va pouvoir publier les nouvelles matières. Donc là, j'ai la liste des composants qui n'existent pas encore dans la base. Donc je pourrais aller les créer tout simplement en faisant ajouter un article, mais on a une fonction d'ici, en sélectionnant juste la catégorie, qui va nous permettre de valider et de créer l'ensemble des matières d'un geste. Et ça va créer l'article site, les articles coûts, etc. De la même façon, d'ailleurs, si on regarde sur la nomenclature, désormais, ils apparaissent avec leur code et c'est un assemblage existant, ce n'est plus une nouvelle matière. Ça a mis à jour la nomenclature. On va aussi publier l'article de conception. Ça, c'est le produit conçu. On lui affecte une catégorie pour savoir quel code article va être généré. Exactement de la même façon et tout aussi simplement, ça va créer mon article produit fini avec une particularité. Si vous voyez que l'article se retrouve évidemment ici, mais surtout si on va consulter l'article, il est en statut élaboration avec une petite alerte. C'est-à-dire on ne peut pas l'exploiter comme un article actif. Donc, j'ai créé mes matières, j'ai créé mon article produit fini. Je vais pouvoir publier maintenant ma nomenclature. Tout simplement, encore une fois, en définissant une alternative, on va pouvoir gérer autant d'alternatives de nomenclature qu'il y a de versions. Donc, on peut lancer un prototype de différentes versions. Donc, là, encore une fois, en quelques secondes, j'ai créé ma nomenclature qui reprend exactement la nomenclature de conception. L'étape suivante, je vais un peu vite, c'est le prototype. Donc là, je vais pouvoir créer un ordre de fabrication directement depuis mon écran de conception. J'ai une alerte pour me dire que c'est un prototype. Donc je définis la quantité fabriquée. Cette quantité peut être imposée d'ailleurs par l'approbateur. Une date de fin. Si je le souhaite, je vais mettre je vais sélectionner une gamme d'un autre produit. Ça va me permettre d'avoir des opérations et donc de planifier, de saisir des temps sur cet OF-là. Il va se comporter exactement comme un OF, on va dire, standard. Et je valide et je crée mon ordre de fabrication. Donc, cet ordre de fabrication va avancer dans le process jusqu'à ce qu'il me permette de prendre une décision. Et donc, une fois que le process est validé, je vais approuver pour production. Là, c'est le go pour le lancement de produits en cours de conception. Et je vais réaliser la navigation de lancement. Donc là, je vais sélectionner, là il n'y en a qu'une, mais je pourrais sélectionner une révision parmi toutes celles que j'ai créées, que j'ai décidé de valider. Et immédiatement, ça va créer mon article. Et désormais, cet article-là est exploitable. Je vais pouvoir le fabriquer, je vais pouvoir le vendre, le manipuler dans mes stocks, exactement comme n'importe quel autre produit. Vous voyez d'ailleurs,
le statut est passé en actif et je n'ai plus l'alerte. OK? Donc, un suivi, on l'a fait là en quelques minutes, un suivi complet de tout le processus de conception depuis la nomenclature jusqu'au produit fini. Alors, je vous propose d'avancer à l'étape, à la fonctionnalité suivante, qui est Mobile Automation. Donc, c'est une fonction qui va permettre de gérer les opérations, l'ensemble des opérations dans l'entrepôt et en mobilité. Donc, moins de papier, plus de productivité, moins d'erreurs, c'est toute la promesse de cette nouvelle fonctionnalité. Pour ceux d'entre vous qui utilisent les terminaux RF, il s'agit là d'un vrai bond technologique. On va être sur des terminaux mobiles Android avec une ergonomie qui est intuitive, avec de la couleur qui est tactile. L'affichage qui est complètement adaptatif en fonction du contexte. Par exemple, j'ai des articles gérés en lot, j'aurai le champ lot. Si mes articles ne sont pas gérés au lot, évidemment, je ne serai pas pollué par ce champ-là. On va avoir des étapes qui sont guidées pour que l'opérateur puisse manipuler beaucoup plus simplement et plus rapidement. Et puis évidemment avec des protocoles d'échange qui sont sécurisés, cryptés, et la capacité de scanner différents types de codes barres, de QR code, data matrix. Voilà à peu près l'ensemble des fonctions aujourd'hui disponibles à la livraison de la R4. J'attire votre attention juste sur ce qui est à venir. Donc, on va avoir un certain nombre de fonctions qui vont arriver sur toute la gestion des transactions liées au contenant interne, au LPN. Côté production également, on va pouvoir gérer les consommations, déclaration de production et déclaration de temps. Donc, on va sortir un peu de l'entrepôt pour aller dans l'atelier. Et puis, d'autres nouveautés qui arrivent au fur et à mesure. La possibilité de lancer l'impression d'étiquettes directement depuis les terminaux mobiles, la lecture de code barre multi-information, donc avec de l'information concaténée, la possibilité aussi, ça a été une demande client, d'utiliser des smartphones. Donc, pouvoir scanner, alors évidemment, quand on n'a pas beaucoup de flux, ça peut dépanner d'utiliser le lecteur code barre du smartphone. Et enfin, et ça c'est important également, la possibilité d'adapter l'ensemble de ces scripts pour les personnaliser. Je vous propose de rentrer un petit peu pour voir dans le produit, pour voir que ça ressemble. Donc, je suis sur mon terminal, je vais me connecter exactement comme à ma solution CLX3. Et ici, je me retrouve avec un premier écran où j'ai accès à du paramètre, le choix du site, par exemple, voilà. Et puis, par métier, je vais avoir des fonctionnalités, là, réception d'achat, rangement, etc. Là, je suis au niveau de la réception. Ça correspond à la liste qu'on a vue juste avant. La possibilité de gérer de la préparation, à travers les bons de préparation. Les transferts, peut être des transferts intersites ou des transferts de sous-traitance, commence à rentrer déjà un petit peu dans la production. Toute la partie un peu contrôle, pilotage du stock, les changements de stock, les inventaires, l'ensemble des vues aussi qui sont très intéressantes pour consulter l'état des stocks. Au niveau des contenants, il y a déjà une fonction qui est arrivée, il va y en avoir un paquet d'autres dans les prochaines releases. Et enfin, les entrées et les sorties. Toutes ces fonctionnalités-là peuvent être gérées donc avec des lecteurs code barre, avec de la mobilité. Je vous propose de faire un test là ensemble, de faire un petit flux. Donc, je vais consulter mes commandes d'achat. Donc là, j'ai la liste de toutes les commandes qui sont supposées arriver jusqu'à aujourd'hui, voilà, avec un certain nombre d'informations. Et si je clique sur une des commandes, je peux avoir le détail des lignes. Évidemment, tout ça se fait avec le doigt, c'est tactile. Ça, c'est une première façon. Donc d'ici, là, je pourrais enclencher la réception. Mais je peux aussi directement aller dans réception d'achat. On peut imaginer scanner. Là, toute la démo se fait avec de la saisie parce que je n'ai pas de code barre à scanner. Mais là, on pourrait scanner donc un code, un numéro de commande, et ça m'ouvrirait directement l'écran, pardon, excusez-moi, l'écran des articles. Donc là, je vais scanner l'article.
plutôt que de le sélectionner. Encore une fois, là, c'est juste pour le but de la démo. Donc là, j'ai mon article réceptionné sur cette commande avec les quantités que je peux modifier. J'ai le statut, est-ce que je solde la ligne ou pas. Et puis, lorsque je valide l'entrée de cette ligne de ma commande d'achat. Je vais passer à la ligne suivante. Dans la réalité, je vais scanner un deuxième code barre. La quantité, je vais modifier le statut. Voilà. Et j'enregistre. Je peux aussi, tiens, je vais saisir une réception partielle. Donc, il me propose par défaut la quantité de la commande, mais je vais saisir 300. Voilà, vous voyez que du coup, en bas, solder la ligne, il passait un non, puisqu'il attend encore un reliquat, donc je ne peux pas la solder. Je valide. Et théoriquement, si je reviens sur la même ligne, il devrait me proposer uniquement le reste à livrer. Donc voilà, exactement, il me propose 134, 124, et je n'ai plus qu'à valider. Et je vais créer comme ça. Et il me reste une ligne, je ne suis pas obligé de traiter. Potentiellement, je ne l'ai pas reçue. Donc, si je vais dessus, donc voilà, pas la peine. Et puis là, je crée ma réception et automatiquement dans SageX3, ça va créer une réception et ça va aussi avoir un impact sur la commande d'achat, exactement comme si vous aviez fait la réception dans SageX3 directement sur un PC. Voilà pour ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je te rends la main, Christophe. Bonjour à tous, Nicolas Macher, ingénieur avant-vente sur X3. Je suis le dernier participant, en tout cas le dernier présentateur. On va aborder les sujets un peu plus techno. Et pour faire suite donc au en tout cas terminaux portables que vous avez montré Jamel, on va commencer du coup à parler d'API. Un vrai changement technologique qui est apparu en tout cas sur la plateforme X3 donc cette année depuis la version 2021 R2. Si j'arrive à passer voilà, le suivant. Alors l'intégration, on en est tous en tout cas conscients, est un élément clé d'un ERP aujourd'hui. Donc le ERP doit être en capacité de s'intégrer facilement à la fois vers des sites e-commerce, des applicatifs type CRM, des GED par exemple, ou potentiellement n'importe quel site web ou application externe qui a besoin de communiquer avec le ERP. Alors depuis cette année, on a fait le choix d'intégrer une nouvelle technologie en termes d'intégration. Donc on va parler de GraphQL qui vient complémenter du coup les outils déjà existants qui existaient déjà dans le ERP en termes d'échanges, avec des échanges de fichiers là évidemment, les web services, SOAP et RESTful. Donc on va parler de GraphQL aujourd'hui. On a aujourd'hui un vrai service d'API simple d'utilisation, on va le voir ensemble, très sécurisé et fonctionnel. Une technologie très nouvelle, donc développée depuis 2012 par un acteur qui s'appelle Facebook et puis qui a ensuite évolué dans le domaine de l'open source et qu'on a décidé d'intégrer dans notre plateforme X3 déjà depuis de nombreuses années. Et ça a pris un petit peu de temps pour voilà, le faire cohabiter avec X3 et c'est maintenant opérationnel. On va pouvoir facilement coder, exécuter des API à façon en fonction de nos besoins pour voilà, avoir des échanges en mode synchrone. Aujourd'hui, GraphQL est disponible sur tous les modes de déploiement d'X3, que ce soit on-premise ou cloud multi-tenant ou single tenant. À savoir que on a, comme le disait Christophe tout à l'heure, plus d'une centaine d'API à disposition. On a voilà, à peu près 90 plus en mode lecture et puis une quinzaine en mode écriture, sachant qu'à chaque release, vous allez voir maintenant de nouvelles API qui vont s'intégrer dans l'environnement X3. Le processus d'APIisation, on va dire, d'X3, il est lancé et il ne s'arrêtera pas.
on a pour but d'y intégrer de plus en plus d'objets. Alors avec GraphQL, l'avantage de GraphQL, c'est qu'on va avoir vraiment une technologie qui va nous permettre de construire nos API à la demande avec un environnement autodocumenté, on va le voir tout à l'heure, qui s'appelle GraphIQL, donc un environnement de construction de nos API. Avec GraphQL, on va avoir des API qui vont être optimisées dans le sens où on va avoir en un seul flux, en une seule demande, la possibilité d'aller interroger vraiment toutes les informations qui nous intéressent ou de créer aussi, en tout cas les enregistrements, mais en une seule fois. Donc on va limiter le nombre d'échanges avec entre deux applicatifs. Donc une seule requête va nous permettre d'aller récupérer ou créer tout un ensemble d'informations. On va pouvoir aussi gérer de la pagination, par exemple, très facilement avec GraphQL. À savoir que GraphQL aujourd'hui est open source et puis on a beaucoup d'acteurs qui l'utilisent. On peut citer par exemple Facebook, évidemment, Twitter, Airbnb, PayPal, ce genre d'acteurs qui utilisent cette technologie-là. Et puis, vous avez des librairies standards sur JavaScript, PHP, évidemment, .NET, C ou C++, pour pouvoir exploiter les API que vous allez développer en GraphQL. Alors, avec X3, disponible depuis la 2021 R2, donc la version du printemps, sachez que les ADC, les terminaux portables que vous avez vu tout à l'heure avec Jamel, utilisent cette technologie-là, donc communiquent avec X3 avec des API GraphQL, et donc aujourd'hui n'importe quelle application, n'importe quel site web peut communiquer avec X3 avec des API GraphQL. On a développé ce moteur et qui est donc disponible sur les environnements. Juste d'un point de vue purement un petit peu plus technique, sachez que les API en mode lecture vont pouvoir interroger directement la base de données d'X3, donc on va avoir des performances très très améliorées, tandis que les API en mode écriture, eux, vont vraiment passer par la couche métier d'X3, donc pour toujours respecter l'intégrité des données. Alors, GraphIQL, c'est l'environnement, en tout cas l'interface graphique qui va vous permettre de construire vos API. C'est disponible vraiment sur les environnements que vous installez depuis la 2021 R2, donc un environnement, une interface qui va vous permettre de naviguer dans le schéma GraphQL et de tester, de construire l'ensemble de vos requêtes. En termes d'API disponibles aujourd'hui, on l'a dit, plus d'une centaine. Ça concerne vraiment aujourd'hui l'ensemble des modules. On va retrouver des API sur la distri, les stocks, opération logistique, la compta aussi. On a quelques API aujourd'hui sur la compta qui ont été livrés en 2021 R4, PJM, production, etc. Tout ce que vous voyez ici, ça ne veut pas dire que l'ensemble des objets sont gérés, mais on a aujourd'hui des API sur l'ensemble de ces domaines. À venir, les factures de vente par exemple qui vont arriver bientôt, d'autres API sur la comptabilité et sur tout le flux e-commerce aussi, qui est un besoin important. Le site developersage.com/x3 vous donne vraiment une documentation très complète sur à la fois les API disponibles et puis comment utiliser GraphQL. La documentation a été en tout cas améliorée et aujourd'hui je trouve en tout cas très complète. Une petite démonstration très rapidement, je vais essayer d'avancer pour illustrer un petit peu comment on accède à l'environnement GraphQL sur vos installations X3. Et bien sur une installation X3, et si vous rajoutez à la fin de l'URL la syntaxe xstream/explorer/, et bien vous allez arriver justement sur l'interface GraphIQL, qui est une interface open source que l'on a pluguée avec X3, avec différents panneaux, avec à la fois sur la gauche là où on va construire nos requêtes, au milieu on va retrouver les résultats, et puis sur la droite, le navigateur des différents packages, des différents objets sur lesquels vous allez pouvoir construire des API avec ici, quelles sont les opérations que je peux faire sur, par exemple, les commandes d'achat, et puis on retrouve l'ensemble des champs, l'ensemble des informations que je vais pouvoir manipuler via notre API. Si on fait une petite construction d'API très très simple, évidemment on peut faire des choses très très complexes, mais on a des mécanismes d'autocomplétion
qui vont nous permettre voilà, de choisir bien notre point de départ, notre package. Ensuite, on va choisir quel objet sur lequel on veut faire une API. Ici, on va faire par exemple une requête. Donc, on va pouvoir aussi choisir quelle opération on veut faire. Ici, une query par exemple. Et directement, on va avoir la possibilité d'avoir un premier résultat. Évidemment, cette API va pouvoir être façonnée, améliorée pour ne garder que les champs qui nous intéressent, rajouter uniquement les informations, aller chercher sur d'autres tables certaines informations. Petite illustration de l'utilisation d'une API via un portail web que l'on a conçu à titre de démonstration pour, par exemple, interroger une liste de commandes d'achat, par exemple. Donc ça, c'est un portail qui a été développé en PHP. On a décidé dans les sources de garder justement la trace de la query GraphQL et on voit ici exactement la même syntaxe qu'on voyait dans le portail, en tout cas l'interface graphique. C'est uniquement pour illustrer le fait que voilà, on va pouvoir interroger notre dossier X3 à travers des API GraphQL et on retrouve ici en effet dans la source de la page web eh bien, la syntaxe GraphQL. On a décidé de la laisser en apparent ici. On peut même aller ensuite jusqu'à la création d'une réception via une API de type mutation, comme on dit, ou de type création ou mise à jour. Donc on retrouve ici la réception que l'on vient de créer à travers voilà, un portail web à disposition. Il me reste 2 sujets, je vais essayer d'aller assez vite, je vais vous reparler rapidement d'ATP, Sage X3 Automatic Test Platform. Donc ATP a une nouveauté de 2021, R1 qui est apparue, c'est vraiment une plateforme qui va vous permettre d'automatiser dans vos projets, en tout cas tous les tests, toute la recette fonctionnelle. On va retrouver aujourd'hui un outil qui va vous permettre de faciliter les montées de release sur les releases trimestrielles, mais aussi, mais aussi faciliter les montées de version, le passage d'une V11 à une V12, d'une update 9 à une V12. On va aussi pouvoir utiliser ATP pour automatiser toute la partie de recettes et puis évidemment aussi même les nouveaux projets, les nouvelles implémentations. Vous allez pouvoir utiliser ATP, un outil qui va nous permettre d'automatiser et de gagner du temps sur les recettes. Ça couvre les tests de non-régression, alors sur le standard, mais aussi les développements spécifiques, mais aussi sur les add-ons, et nos partenaires peuvent aussi utiliser ATP pour l'industrialisation de leurs add-ons. Aujourd'hui, quelques indicateurs. C'est un outil qui est développé, qui est open source de la même façon que beaucoup de nos technologies, mais qui est utilisé en interne. Plus de 10 000 tests aujourd'hui journaliers sont lancés sur ATP chez Sage pour la recette d'X3. Donc, il faut savoir que c'est un outil que nous utilisons quotidiennement. Certains de nos partenaires déjà l'utilisent et un de nos partenaires nous a fait ce retour pour l'industrialisation d'un de ces add-ons. Sans ATP, c'était à chaque fois 5 jours de test à chaque release. Avec ATP, on est passé à 1 heure. Donc évidemment, du temps pour concevoir un ensemble de tests, de scénarios, mais une fois que tout ça s'est fait, on passe de 5 jours à 1 heure, donc un gain de temps assez important. Chez nos clients, sur nos projets, on considère aujourd'hui que il est tout à fait raisonnable, en tout cas, de gagner 50% du temps de la charge totale de la recette du projet grâce à ATP. Donc un retour sur investissement tout à fait intéressant et un outil voilà, en tout cas disponible sur les versions d'X3 depuis 2021 R1. Quelques nouveautés qui sont apparues en R4 avec ATP, justement la possibilité de mieux tester les habilitations fonctionnelles justement avec ATP. C'était un point qui nous a été remonté en projet client. Les habilitations fonctionnelles font l'objet d'énormément et de nombreux tests. Donc on a aujourd'hui la possibilité, on a rajouté des fonctionnalités qui nous permettent de tester encore mieux les habilitations, tester est-ce qu'une fonction est disponible pour tel ou tel profil, est-ce qu'un champ est affiché ou pas, etc. L'ensemble des fonctions qui sont documentées ici que vous voyez à l'écran. À venir, aussi la prochaine version d'ATP, le package d'installation qui était aujourd'hui un petit peu, on va dire, manuel, donc va être revu pour automatiser aussi et simplifier l'installation d'ATP.
2 derniers slides pour reparler rapidement, en tout cas, de la plateforme technologique. Et donc ça, c'est un petit peu des améliorations continues hein, qui sont en tout cas ce qui se produisent sur X3, toujours un focus sur l'amélioration des performances en termes de passage de patch hein, avec le cumulative patching, la performance, la sécurité, toujours on peut parler récemment eh bien, de la haute dispo hein, sur le serveur d'impression qui a été mise en place, les index clusters aussi, en termes de sécurité, les règles d'URL externe hein, qui ont été en tout cas intégré dans X3 hein, pour définir les URL autorisées dans la plateforme, dans l'application par exemple. Vous voyez ici en termes de customisation, des nouveaux clés qui vont apparaître prochainement, en tout cas donc les patchs de paramétrage qui vont nous faciliter aussi eh bien, le déploiement chez nos clients et puis le delta patching, nouvelle technologie en termes de patch pour vraiment mieux isoler encore les développements spécifiques. Donc tout un ensemble d'éléments sur lesquels on continue de travailler de manière régulière sur la plateforme X3 et on a remis ici le tableau de la compliance, en tout cas de la conformité de nos versions versus les composants techniques que nous utilisons sur la plateforme X3. Donc avoir un petit peu de visibilité sur un petit peu tout ça. Voilà, j'en ai fini. Je vais repasser la main à Christophe peut-être et Isabelle peut-être pour prendre quelques questions. Merci à tous.